Bonjour. Les phénomènes de discrimination sont généralement le fait d'une majorité à l'encontre d'une minorité. Ainsi en va-t-il entre entendants et sourds. En France, les manifestations de la discrimination ont fait l'objet de recherches sociologiques, anthropologiques et linguistiques. Elles ont abouti à la création de la notion d'audiocentrisme. Déjà dans la deuxième moitié des années 70, des chercheurs américains avaient élaboré le concept d'audisme. Depuis, il se répand dans le monde entier. Cette notion d'audisme, encore nouvelle en France, n'est pas toujours claire pour tout le monde. Pour en savoir plus, Jean-François Burtin est parti interroger aussi bien des sourds que des entendants pour connaître leur point de vue sur la question. Bonjour, asseyez-vous. Ah, d'accord, vous êtes sourde. Est-ce que vous lisez sur les lèvres? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Moi, je veux devenir avocat. Non, avocat, ça va pas être possible pour vous. C'est comment vous allez faire pour communiquer avec les clients, rencontrer les autres avocats, les juges. Puis c'est des études longues, difficiles. Non, ça va pas être possible. Est-ce que vous me comprenez? Oui, j'ai compris, mais quand j'ai les démarches de côté, après, je me débrouille. Désolée, moi je peux pas vous aider. Vous êtes déficiente auditive, donc c'est pas possible pour moi. Enfin, je peux rien faire pour vous. Faut arrêter de rêver, désolée. Audisme. Qu'est-ce que c'est? L'audisme, qu'on signe comme ça, de quoi s'agit-il? Je me le demande. Je vais profiter aujourd'hui de la Journée mondiale des sourds et de ce rassemblement sourds-entendants pour m'infiltrer dans la manifestation et poser la question autour de moi. Suivez-moi. Audisme? Je connais pas. Je l'ai déjà entendu, mais j'en sais pas plus. Autisme? Ou ça aurait un autre sens? J'en ai entendu parler, mais est-ce que ça touche à mon origine? À ma surdité? Bon. La définition exacte de l'audisme, c'est une conception idéologique. Un regard que la société entendante porte sur la surdité. Mais l'audisme a également un rapport avec la voix, le canal audiophonatoire. Non, pardon, je voulais dire que la voix fait partie de l'identité et facteur d'audisme. D'un point de vue historique, cette notion est apparue il y a longtemps déjà, en 1975, mais elle ne s'est pas répandue partout. Elle a émergé de façon très éparse. Mais on a vraiment commencé à s'intéresser au sujet en 1988, lors de l'élection du nouveau président de l'Université des sourds de Gallaudet. L'excitation était à son comble. On attendait le résultat de cette élection avec fébrilité. L'annonceur a commencé par, pour la première fois dans l'histoire de l'université, tout le monde attendait. Et c'est une femme qui était élue, mais une femme entendante. Là, les gens ont laissé exploser leur colère. En plus, un membre du conseil d'administration de l'université est intervenu pour dire au public, de façon maladroite, que les sourds n'avaient toujours pas les compétences pour gérer leur propre université. Et ça a provoqué des émeutes. Mais aussi l'éveil des consciences. Les sourds ont commencé à analyser les raisons qui font que les entendants gèrent toujours tout pour eux et les jugent toujours incompétents. Historiquement, c'est à partir de là qu'on a commencé à élaborer une théorie sur l'audisme. On a compris le processus qui génère ces comportements, et ça nous a permis de mieux les gérer. Alors comment expliquer? C'est pas que les entendants n'acceptent pas les sourds. Ce n'est pas un déni de la surdité non plus. Pas vraiment. C'est surtout que les entendants ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'être sourd. Je connais, mais pas dans les détails. Ce que ça veut dire pour moi, c'est l'image que les entendants ont de leur propre perfection. Ils prennent les sourds en pitié parce qu'ils n'entendent pas. C'est de l'audiocentrisme. Voilà. L'oppression des entendants sur les sourds? Oui, surtout dans le milieu professionnel.
Par exemple, un sourd n'est pas au courant des informations qui circulent. Et ça, c'est toute la journée, parce que les entendants ne lui expliquent rien. Alors bien sûr, une fois par an, on va faire appel à un interprète pour une réunion. Mais le reste de l'année, zéro. Oui. D'accord. Tout. D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin du bilan annuel 2008-2009 très rapidement, donc il faudrait que tu le demandes à Anne. Ah, alors je vais l'écrire. Donc bilan annuel 2008-2009. Oui, je vais lui donner ça. Ok, merci. Il m'a dit de vous dire. C'est pour. L'audisme, c'est ce qui permet aux sourds de comprendre pourquoi ils vivent autant de malaise. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore très au courant de cette notion, ils commencent juste à en entendre parler. Mais elle est en train de se répandre, et il est tout aussi important que les entendants la comprennent. Les jeunes en débattent, il faut les y encourager, ne pas les laisser tomber. Progressivement, la réflexion avance. C'est une notion qui n'est pas encore connue partout dans le monde. Elle a d'abord émergé aux États-Unis, et elle arrive tout juste en Europe. Par exemple, par le biais des Frontrunners, au Danemark, les sourds sont sensibilisés et ils vont ensuite diffuser ce concept autour d'eux. C'est au Danemark que se déroule la formation Frontrunners. Ce programme international rassemble des jeunes sourds de tous les pays pour les former au leadership et aux diverses questions concernant le monde sourd. Une fois de retour dans leur pays, ils sont mieux armés pour agir sur le terrain. J'ai rencontré Pascal et Elisa qui ont tous deux suivi cette formation de plusieurs mois comprenant un cours spécifique sur l'audisme. Que trouve-t-on comme formation au sein des Frontrunners ? Ils proposent 2 grands axes. D'une part, l'apprentissage du leadership, savoir comment mener des actions militantes, comment amener les gens à nous suivre. Et puis d'autre part, tout ce qui a trait à l'histoire, à la communauté et à l'identité sourde. Et ces 2 axes de formation se complètent. On n'apprend pas ça pour répondre à une majorité de gens, mais vraiment pour épauler des sourds qui vivent des situations problématiques et qui ont besoin d'aide pour avancer. Et ceux pour lesquels tout va bien n'en ont pas besoin. Oh, salut. Ça va bien ? Ça va et toi? Ça va, qu'est-ce que tu deviens ? Bah écoute, je travaille juste en face là, je suis dans une agence immobilière. C'est vrai, tu faisais des études dans l'immobilier. Ouais. Et toi alors? Bah moi, j'ai eu mon diplôme d'interprète. J'ai trouvé du travail directement, je travaille juste à côté, à Point du Jour. Ouais. On va se rencontrer souvent en fait. Bah oui. C'est génial. Bah ouais. Ouais, t'as un peu de temps là? Bah ouais, carrément. J'ai tout le temps, je suis en pause. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Ça fait... En fait, ça vient d'un mythe qui remonte à la Grèce antique et qui est encore très prégnant aujourd'hui. L'idéologie des entendants influence jusqu'au cœur des ministères, des instituts, des écoles. Et c'est elle qui a changé les comportements et fait qu'aujourd'hui on dit encore aux sourds qu'ils sont incapables d'eux. Cette idéologie-là transparaît dans les instituts, influence les personnes qui y travaillent et aboutit à de la discrimination envers les sourds. Cette conception peut déboucher sur 3 types de situations. Tout d'abord, l'idéologie dominante fait dire aux entendants que les sourds ne sont pas capables d'eux. Ensuite, quant à savoir si les sourds oppriment les entendants, bon, moi je ne suis pas trop sûre qu'on puisse parler d'audisme dans ce cas-là, mais on peut imaginer que c'est le résultat de l'oppression constante vécue par des sourds qui se retourneraient contre les entendants. Enfin, en ce qui concerne l'audisme entre sourds, oui, ça existe. On peut l'illustrer très simplement. Imaginons le parent sourd qui à l'école s'est toujours entendu dire de la part des enseignants qu'il est incapable et qu'il n'y arrivera pas. Il va reproduire ce même schéma avec son propre enfant sourd. Si ce dernier lui dit qu'il veut devenir pilote d'avion,
Le parent, encore sous le coup de cette oppression, va lui répondre « Tu es sourd, c'est pas possible » et ce schéma se reproduit de génération en génération. Arnaud est un artiste sourd. La découverte de la notion d'audisme a été un choc. Mettre un mot sur les expériences vécues par les sourds a provoqué une véritable prise de conscience. Il a décidé d'écrire un manifeste sur l'oppression des sourds. Pour lui, l'art et le militantisme sont intimement liés. Voilà mon nom en langue des signes. J'ai grandi en France et maintenant j'habite en Belgique, dans la capitale, à Bruxelles. Je suis artiste. J'ai beaucoup travaillé dans le monde artistique des entendants et j'en suis imprégné, ce qui me permet d'y poser un certain regard. Mais je suis sourd aussi, et je porte ce monde-là en moi. J'essaye de transposer les deux univers au travers de mes créations. Mon but est d'interpeller les entendants. Ils peuvent être choqués par mes œuvres ou ne pas les aimer. L'important étant de les amener à prendre du recul par rapport à leur comportement et à réfléchir. Vincent est secrétaire général de l'Association nationale des sourds contre la discrimination. Aujourd'hui, il a voulu rencontrer Habib Gewabi, juriste à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour comprendre quel est le lien entre audisme et discrimination. Moi, c'est un concept qui m'intéresse énormément parce qu'il rejoint l'andiphobie. Et si on devait tenter de faire un début d'explication concernant l'audisme, c'est l'ensemble des préjugés, des stéréotypes, des représentations mentales conscientes ou inconscientes des individus ou d'un groupe à l'égard ou à l'encontre de personnes handicapées. Il existe une différence entre audisme et discrimination. La discrimination touche la personne elle-même, alors que l'audisme est un regard porté sur la surdité, un regard négatif. La discrimination se situe au niveau de l'individu. Pensez-vous qu'à la HALDE, vous pourriez inscrire une distinction entre les deux notions et reconnaître l'audisme en tant que tel ? Oui, il y a une différence, mais encore une fois, le processus discriminatoire nous informe que cela est indissociable. L'audisme est à la fois la cause, mais la conséquence. C'est-à-dire que, comme on est un processus discriminatoire, il naît en raison de la peur et des préjugés qu'on a à l'encontre d'une personne. Et donc, nous avons des représentations mentales. Donc, en effet, l'audisme, de ce fait, devient le lien causal direct du processus discriminatoire. Donc, ce qu'il faudrait se dire pour lutter convenablement, il ne faut pas dissocier l'audisme de la discrimination. Sur 100 dossiers que j'ai traités, il y a plus des 2/3 qui sont liés à l'audisme. Parlons du domaine médical. Beaucoup de médecins ont encore pour objectif la réparation de l'oreille. Et ils vont proposer des appareillages, soit des implants, soit des appareils numériques. Leur réponse est toujours la même, systématiquement. Et du coup, ils oublient la personne. Dans le domaine professionnel, le médecin du travail va souvent examiner le sourd en fonction de son incapacité à. Beaucoup de professionnels de la santé ne voient que les problèmes d'oreille des sourds.
Voilà des situations typiques d'audisme. Est-ce que, à la HALD, vous pourriez intervenir sur ce problème, même si on connaît le pouvoir de décision considérable qu'ont les médecins? Comment est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus? C'est ce que j'appelle, moi, l'audisme insidieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi prégnant et aussi clair que l'expression suivante mais ce déficient auditif ne sera pas en capacité d'honorer le poste. C'est pas aussi clair que ça, puisque là, on a affaire au corps médical. J'ai en mémoire un dossier, un travailleur handicapé appareillé sur les deux oreilles qui avait postulé au sein d'un établissement public. Et il était, donc son médecin le médecin traitant indique qu'il peut parfaitement travailler, le médecin ORL dit qu'il peut parfaitement, il émet les réserves sur les postes sur lesquels il ne peut pas exercer, et donc ensuite il répond à une annonce, il se présente, il n'a pas besoin d'interprète puisqu'il est corrigé et sa correction avec les appareils auditifs est pertinente, bon, et il complète par une lecture labiale, donc ça se passe bien. Et le poste n'était pas contre-indiqué, et là, vous avez un rapport qui a été commis par le médecin du travail d'une violence. Vous avez dans les commentaires émis par ce médecin la traduction pure et simple de l'audisme. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de compétence médicale ici, puisque le médecin n'a pas pu exercer sa compétence médicale. Il a fondé sa décision sur des schémas. Sur des schémas. Et d'ailleurs, dans ce dossier, ensuite, nous avons demandé expertise auprès d'un autre médecin. Qu'a dit l'autre médecin? Que l'intéressé, et ce n'est pas rien, expertise auprès des CHU, que l'intéressé pouvait parfaitement honorer, qu'il fallait simplement émettre des réserves eu égard à son handicap. Eh bien, c'était ne pas le mettre sur des postes où les conditions de sécurité sont nécessaires, parce que l'intéressé ne pourra pas être opérationnel. Mais cela va sans dire. Donc, il peut parfaitement être dans le secteur tertiaire, etc., etc. Il y a du travail, et là, je vous rejoins parfaitement, et je pense qu'il faut encore marteler cela, puisque, je vous dis, on pourra s'en sortir en combinant, mais cela n'est guère aisé, en combinant le dispositif législatif qui est nouveau et récent, et la sensibilisation, donc les politiques de sensibilisation, d'information, et, osons dire le terme, d'éducation. Mathias a grandi dans l'oralisme et s'est mis à la langue des signes à l'âge de 22 ans. Durant son enfance et son parcours, y compris professionnel, il a vécu de nombreuses situations discriminantes qui l'ont conduit à intégrer une entreprise où tous les salariés sont sourds. Je me souviens du jour où j'ai voulu acheter mon appartement. Je suis allé dans une banque de Paris avec mon dossier complet, avis d'imposition, fiche de salaire, tout ça. On était en train de négocier le taux de crédit. La conseillère me posait les questions habituelles, jusqu'à ce qu'elle me demande si je n'étais pas étranger. Je lui dis non, je suis français, mais je suis sourd, d'où cette voix particulière. Et là, je l'ai vue changer de visage. Elle a souhaité arrêter l'entretien et elle m'a dit « Ah, vous êtes sourd, alors je préfère négocier avec vos parents. » J'ai vraiment été choqué. Et je lui ai répondu que mes parents n'avaient rien à voir avec l'achat de mon appartement. Je suis indépendant, je gagne ma vie, je vis ma vie, je travaille. Pourquoi faire appel à mes parents? J'étais en colère, j'ai demandé à voir le directeur et il a eu un comportement tout aussi inadmissible que son agent. Vraiment incroyable. Je leur ai fait un scandale. Un mois plus tard, je recevais un courrier d'excuses du directeur commercial de l'agence qui souhaitait me rencontrer. Mais pour moi, l'affaire était réglée. Entre-temps, j'avais déjà acheté mon appartement. Cette histoire est invraisemblable.
Alors, l'intérêt des conférences sur l'audisme, dans un premier temps, c'est de nous faire comprendre le monde actuel. Et surtout de nous faire saisir ce qu'on ne comprenait pas auparavant et qui nous mettait mal à l'aise. Donc ça, c'est un premier pas, un point de départ. Dans un deuxième temps, on peut envisager de créer des associations qui lutteraient contre l'audisme et les préjugés. Ça pourrait faire avancer les choses, parce que bien souvent, les gens ignorent tout des processus d'audisme. Ensuite, on pourrait mener des actions militantes dans le but d'améliorer les choses, d'interpeller les gens sur leur comportement. En trouvant de nouvelles formes de communication, on pourrait les amener progressivement à modifier ce comportement. De cette façon, nous, les sourds, on ne serait plus tenus à l'écart, parce que c'est pas nous qui nous mettons à l'écart. L'audisme, c'est pas du racisme ou de la discrimination, c'est pas ça. Il faut essayer de parvenir à une communication équitable, pour que tout le monde vive mieux. Qu'est-ce que ce concept d'audisme a changé pour moi ? C'est clair que ça change des choses. Et le fait que je participe à l'organisation de conférences en est bien la preuve. Et puis j'ai envie de transmettre tout ça aux sourds, pour qu'ils le comprennent, comme moi. Concrètement, lorsque j'explique ce phénomène aux entendants, je me sens prête. J'ai des arguments à leur exposer. J'ai confiance en moi. Parce qu'à partir du moment où on a compris le processus, qu'on en connaît l'origine, on peut discuter plus facilement et être plus persuasif. Je peux demander avocat Intéressant. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire comment vous est venue cette idée ? Et ensuite, comment vous allez suivre les cours ? Oui, l'avocat m'a dit que j'ai toujours aimé pour les cours dans l'interprète, il faut que tu trouves l'argent pour pouvoir payer les interprètes. Bah écoutez, très bien, je vais vous expliquer les études universitaires pour y parvenir. Aujourd'hui, hein. D'accord ? Bon courage. Bon courage. Hey, salut ! Salut, Ça va ? Ouais. Il est passé tout à l'heure, le petit collègue, le nouveau. Le petit nouveau, ouais. Il est mignon. Pas mal du tout. Ouais. Il est pas mal, hein. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Hé, comment tu vas ? Salut. Ça va et toi ? Bah ça va bien. Dis, je suis avec une amie là, une amie sourde. Ça te dirait de venir ? Bah ouais, bien sûr. Attends, bah je commande et puis on y va. Ce qui est sûr, c'est qu'une meilleure compréhension de ce phénomène et de ses manifestations ne peut qu'aider sourds et entendants à mieux se comprendre et à se traiter sur un pied d'égalité. Venez découvrir les rubriques du site de L'Œil et la Main, où vous pouvez aussi revoir toutes nos émissions.